vais introduire très brièvement ce deuxième webinaire qui est consacré au projet chimie de la Fondation Lama à la Pâte cette année. Le premier webinaire concernait la tapisserie de Bayeux et les recherches associées. Et l'idée est maintenant de plonger dans le merveilleux monde des matériaux plastiques, à la fois du point de vue de la chimie, de la techno, mais aussi de l'évaluation des impacts sur l'environnement. Et donc, on a la chance d'accueillir Kako, qui a été une référente pour nous dans la production des ressources. Elle nous a aidé à réfléchir, à penser ces ressources et à les valider sur le point de vue scientifique. Et on est ravis là, de pouvoir bénéficier encore une fois de ses éclairages et de les partager avec vous. Je vais la laisser se présenter, elle le fera bien mieux que moi, et puis nous faire cette présentation sur les matériaux polymères dans l'énergie. Merci, bonjour à tous. Donc, je me présente, Kako Naitali. Je suis ingénieure, experte matériaux plutôt. J'ai une formation d'ingénieur matériaux et un doctorat en chimie des matériaux polymères. Donc, mon doctorat a porté sur le recyclage des bouteilles en plastique dans l'emballage alimentaire. Je pense qu'on est bien dans la thématique. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé dans le génie civil et maintenant dans l'énergie. Donc 7 ans dans le génie civil, 9 ans dans l'énergie. Et donc le lien entre ces différents domaines, c'est le matériau. Exactement le même matériau, le matériau polymère. Donc, on peut travailler en étant expert matériaux dans l'emballage alimentaire, puis dans le génie civil, énergie, etc. etc. Ce qui compte, c'est vraiment comprendre le matériau et savoir comment on l'utilise. Donc, pour cette présentation-là, je vais commencer par une toute petite partie sur les matériaux polymères dans l'énergie. Après, je vais basculer sur les plastiques, le sujet des plastiques et de la pollution plastique et comment le sujet est traité de manière générale, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue également médiatique, ce qu'on peut faire, ce qui est efficace, ce qui est moins, voilà, les questionnements qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Voilà. Donc, je vais commencer sur la partie des matériaux polymères dans l'énergie. Je définirai les polymères dans la deuxième partie, parce que je pense que ça sera plus cohérent avec ce que je vais expliquer. Là, je vais rester assez macro sur le travail que je réalise. Ça vous permettra de faire le lien finalement entre l'activité que j'ai et finalement mon engagement associatif dans l'association Expédition 7e Continent, qui lutte contre la pollution plastique, ce que je peux apporter dans la compréhension finalement des phénomènes qui sont liés à la pollution plastique, notamment au niveau environnemental. Voilà. Alors, on va commencer par les matériaux dans l'énergie. Donc, les matériaux polymères, alors j'appelle ça des matériaux organiques. Organiques parce qu'ils sont constitués de longues chaînes carbonées. En fait, ce sont des matériaux qui sont extrêmement diversifiés. Il y a une multitude de matériaux polymères, une multitude d'usages et une multitude de fonctions. Donc, généralement, on les utilise dans l'énergie en tout cas, pour compléter les fonctions, les caractéristiques d'un ouvrage, d'un autre matériau ou d'un équipement. Ils sont complètement intégrés et c'est vraiment le petit plus qui permet à la fois d'améliorer les performances ou de réduire l'utilisation de certains matériaux. Voilà, ce sont des choses dont on a du mal à se passer parce que justement, ils ont des fonctions qui sont très particulières que d'autres matériaux n'ont pas. Je vais vous faire montrer quelques exemples où vous allez comprendre dans les différents types de systèmes de production d'énergie, que ce soit les renouvelables nucléaires, donc le renouvelable solaire, éolien, hydraulique ou bien nucléaire qui n'est pas renouvelable. Mais pour les autres types d'énergie ou pour tout ce qui est stockage, c'est exactement la même chose. On a aussi besoin de matière organique pour justement compléter les caractéristiques d'autres matériaux. Et donc, on commence par le solaire, l'énergie photovoltaïque. Alors, un panneau solaire, c'est constitué d'un certain nombre de couches de matériaux, dont des cellules photovoltaïques. Pour que la cellule fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait de perturbation. Il faut que l'énergie solaire arrive bien sur la cellule photovoltaïque. Il ne faut pas qu'il y ait de buée, il ne faut pas qu'il y ait de saleté, etc. Donc, entre les différentes couches qui constituent ce panneau solaire, vous allez avoir des films d'EVA. L'EVA qui est un polymère transparent et qui va permettre de protéger, de donner une étanchéité à la cellule photovoltaïque et donc de lui permettre de conserver toute son efficacité.
garantir le rendement finalement de la cellule. Donc, si on devait se passer, par exemple, de ce film plastique, il faudrait avoir une étanchéité, l'étanchéité qu'on devrait avoir sur la cellule demanderait énormément de matière. Et on ne serait même pas sûr de l'avoir à 100%. Donc, le fait d'avoir un film très fin nous permet de garantir la protection de cette cellule et donc son rendement dans le temps. Voilà. Et puis, on a aussi de plus en plus, vous voyez là sur cette photo-là, des développements de panneaux solaires flexibles, donc polymères. Et donc, ça aussi, c'est une évolution qui permet finalement de placer des panneaux solaires un peu partout sur des surfaces diverses et variées, et donc de pouvoir utiliser l'énergie solaire de façon différente. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise les polymères dans le photovoltaïque. Dans l'énergie éolienne, alors je pense que ça, vous en avez déjà entendu parler, mais on utilise énormément de résine pour la fabrication des pales des éoliennes. Vous pouvez le voir dans la photo du milieu, ça c'est la fabrication d'une pale. On utilise des résines qui vont être associées à des fibres de carbone ou à des fibres de verre, surtout des fibres de verre, et qui vont donner toute la structure, toute la rigidité, la résistance mécanique finalement de la pale. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais une pale d'éolienne, c'est assez énorme, ça fait plusieurs mètres. Ça doit résister mécaniquement au fil du temps, sur une vingtaine d'années. Il y a comment dire, avec le vent, le sable, les embruns, etc. Il y a beaucoup ils sont dans des environnements qui sont très agressifs. Et donc, ce type de matériaux-là résiste bien à ces environnements. Ils sont également protégés par des peintures qui sont testées à la résistance au givre, à la chaleur, aux UV, etc. Et qui permettent donc de protéger en plus. C'est une couche supplémentaire de protection pour ces pales d'éoliennes. Donc, la pale d'éolienne, c'est beaucoup de résine, beaucoup de polymères. Voilà. Il y a également des colles à l'intérieur de la pale qui permettent de bien coller les différents éléments entre eux, et d'avoir vraiment une cohérence et une résistance mécanique pour les différentes sollicitations que va avoir la pale pendant sa durée de vie. Voilà. Et puis, vous avez également la peinture qui permet de protéger le mât de l'éolienne contre les embruns. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est signalisation, cette partie jaune, là, cette partie rouge. Ce sont des éléments qui sont importants. Ça donne de la couleur, mais ce sont des éléments de sécurité qui nécessitent d'avoir une peinture et donc un matériau polymère. Voilà. Du côté de l'hydraulique, on pourrait se dire, bon, l'hydraulique, c'est un lac, un barrage, une chute d'eau, une turbine, ça tourne, un alternateur, on fabrique de l'électricité, tout va bien, on n'a pas besoin de polymère. En fait, on en a quand même aussi également pas mal. En fait, les matériaux polymères, dans ce cas-là, sont utilisés de plusieurs façons. On va venir derrière le barrage, au contact de l'eau, positionner une membrane d'étanchéité qui va venir protéger le béton contre l'agression de l'eau et donc lui permettre d'avoir une durée de vie plus importante. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de polymère qu'on utilise. Vous avez sur la photo du centre des éléments en croix comme ça, là, un petit peu partout. Ce sont des éléments de réparation. Alors, ce sont des résines avec des fibres de carbone qu'on va venir placer pour assurer, renforcer mécaniquement la structure du béton en surface. Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'injecter des fissures pour consolider le béton et pour éviter que ça chauffe plus et donc d'avoir une rupture, etc., etc. Donc, on a quand même pas mal de résine. Et puis, la protection anti-corrosion de tous les équipements métalliques qui se trouvent, qu'on ne voit pas sur un barrage, mais qui permettent de produire de l'électricité également. Voilà. Et puis, on en vient au nucléaire. Alors, le nucléaire, j'ai mis une petite photo pour vous montrer un petit peu l'étendue des produits organiques qu'on utilise. Alors, juste pour me schématiser, dans une centrale nucléaire, vous avez deux parties. Une partie qui est purement nucléaire. Cette partie-là avec le bâtiment réacteur, où on a la cuve du réacteur, le combustible, etc. Donc, toute l'activité nucléaire, elle se trouve ici, dans le bâtiment réacteur. Et autour, vous avez des bâtiments qui sont complémentaires. Dans cette zone-là, vous produisez l'énergie nucléaire. Donc, vous avez possiblement de l'irradiation, etc. Donc, c'est très spécifique au nucléaire. Dans la partie qu'on appelle îlot conventionnel, où se trouve une partie du circuit secondaire et tertiaire, ici, en fait, vous êtes dans une partie qui est purement industrielle.
Donc, rien de particulier finalement, les produits qu'on va utiliser sont à peu près les mêmes que ceux qu'on trouve dans l'industrie. Là où les produits organiques, donc polymères, vont avoir des fonctions très particulières, c'est dans cette partie-là, l'îlot nucléaire. Donc là, ici, je me trouve dans un bâtiment réacteur à l'intérieur, donc ici, c'est Flamanville. Vous voyez toute la surface, en fait, en beige, peinte. On est là sur une peau métallique qui fait tout le tour du dôme du réacteur, toute la surface de l'enceinte. Et cette surface métallique est peinte obligatoirement par une peinture qui est dite décontaminable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les particules qui potentiellement peuvent comment dire, adhérer à la surface du métal n'adhéreront pas puisqu'on aura une peinture comment dire, qui va être lavable possiblement et sur lesquelles les poussières ne peuvent pas adhérer du tout. Donc, ces peintures-là sont testées, justement, sont choisies pour que rien ne puisse adhérer. En tout cas, peu de choses puissent adhérer à l'interface. Voilà. Et puis, vous avez aussi tous les équipements qui sont peints pour les mêmes raisons, exactement les mêmes raisons. Et donc là, vous êtes dans un bâtiment réacteur, vous avez des irradiations, etc., etc. Les peintures sont testées pour résister à l'irradiation sur une certaine durée de vie. Et comme on est aussi dans un bâtiment réacteur et qu'il faut faire en sorte que tout ce qui est dedans comment dire, ne soit pas, n'ait pas d'action négative en cas d'accident, parce qu'il faut aussi considérer les scénarios d'accident nucléaire, les peintures, tout ce qui est en fait à l'intérieur du bâtiment réacteur, peinture, tout ce qui est mastic, etc., tous les produits polymères, sont testés en conditions accidentelles. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est là-dedans où on a beaucoup de recherche de R&D qui est réalisée pour justement comprendre le comportement de ces matériaux et savoir comment on peut encore améliorer leur utilisation dans ces conditions-là. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc ici, vous avez un matériel en bleu à gauche qui est recouvert d'une peinture décontaminable. Au milieu, vous avez un mastic. Un mastic, en fait, c'est un mastic silicone qui va permettre de reboucher un trou. En gros, vous voulez faire passer une tuyauterie d'une pièce A à une pièce B. Vous faites un trou dans un mur, mais autour de la tuyauterie, il faut bien reboucher. Donc, pour que ce soit assez flexible et pour ne pas abîmer le mur, vous mettez un mastic. Je ne vais pas dire que c'est comme à la maison, mais c'est un peu le même principe. Hein. Vous comblez. Et là, c'est la même chose juste en dessous, avec des fonctions qui sont très particulières, bien sûr, mais le principe général est à peu près le même. Et là, tout à droite, vous avez l'enceinte, que je vous montrais tout à l'heure, hein, le liner de l'enceinte qui est peint en blanc et qui est posé directement. Et ensuite, vous avez tout le reste qui est construit autour, tout le béton qui est construit autour pour refermer le bâtiment réacteur. Donc, les peintures sont des produits qui sont très importants dans une centrale nucléaire. Alors, et donc, c'est là j'en viens au vieillissement, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous travaillez avec des matériaux polymères, ce sont des matériaux qui sont organiques. Donc forcément, ils vont évoluer dans le temps de manière très particulière par rapport à d'autres matériaux. Il faut pouvoir anticiper ce vieillissement-là. Pour pouvoir bien choisir le matériau, il faut savoir comment il se comporte dans le temps. Et puis comment il va vieillir et ce qu'il peut générer derrière en termes d'évolution structurelle, mais aussi ce qu'il peut générer en termes de production de molécules, par exemple, ce genre de choses. Donc, on va étudier le matériau à différentes échelles. Typiquement, un matériau polymère, on va commencer à l'étudier à l'échelle moléculaire. Est-ce que les chaînes moléculaires vont, pendant le vieillissement, avec le temps, vont se couper? Est-ce qu'elles vont se recombiner, réticuler ou polymériser? Est-ce qu'on va perdre certains additifs, etc., etc. Donc, on étudie ce qui se passe à l'échelle moléculaire d'abord. Ensuite, on détermine quel est l'impact de cette modification moléculaire à l'échelle microscopique. Un matériau polymère, donc ça peut être des chaînes qui sont réticulées entre elles, il peut y avoir des phases cristallines, s'organiser sous forme de cristaux. Est-ce que ces cristaux vont évoluer ou pas? C'est ce qu'on voit là à droite, c'est-à-dire qu'on va couper des chaînes dans une zone, les petites chaînes vont bouger dans le temps, elles vont venir se recombiner autour d'autres zones cristallines, on va augmenter les phases cristallines, fragiliser le matériau, fissurer le matériau. Petit peu comme ça qu'on voit à différentes échelles. Vous voyez ici, par exemple, une petite
une micro-fissure qui se forme suite à une fragilisation. Et donc, une fois qu'on a compris ce qui se passe à l'échelle microscopique, on anticipe ce qui se passe à l'échelle macroscopique, sur le produit en lui-même. Est-ce qu'il va fissurer? Est-ce qu'il va gonfler? Est-ce qu'il va complètement se déchirer? Donc ça nous permet d'évaluer le vieillissement des matériaux organiques. Voilà. Alors, ça paraît hyper simple dit comme ça. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, il faut vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe à l'échelle moléculaire pour pouvoir anticiper ce qui se passe ensuite dans les différentes échelles. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un bâtiment réacteur? En fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'anticiper. On a des scénarios accidentels. Imaginons, on a, je sais pas moi, le circuit primaire, une brèche dans le circuit primaire. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, il y a un certain nombre d'éléments de sécurité qui vont se mettre en place. Mais du coup, comment va se comporter la peinture? Est-ce qu'elle va se dégrader, pas se dégrader? Est-ce qu'elle va créer des débris? Où vont aller ces débris, etc., etc. Donc, tout ça, c'est testé. C'est-à-dire que ce qui est fait généralement sur ces peintures ou sur ces matériaux organiques qui se trouvent dans le bâtiment réacteur, c'est qu'on va les faire pré-vieillir. On va les faire vieillir sous irradiation, comme une irradiation qu'elles verraient pendant leur fonctionnement. Ensuite, on simule les différentes phases d'un accident et on regarde à la fin ce qui se passe. Comment le matériau vieillit. Ce sont les différentes étapes que vous voyez ici. D'abord une irradiation, ensuite ce qu'on appelle une APRP, c'est-à-dire qu'on va simuler une brèche dans le circuit primaire, donc hausse de la température, de la pression, etc. etc. Et ensuite un lavage, c'est-à-dire que quand on a un accident dans un bâtiment réacteur, on a de l'eau borée qui tombe pour réduire la réaction nucléaire, pour faire en sorte qu'elle s'estompe. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lave ces polymères dégradés par de l'eau borée? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui... Alors, on pourrait se dire, on ferait juste des essais et puis on verra ce qui se passe à la fin et on arrête là. En fait, pas tellement, non. Ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre ce qui se passe. Là, vous avez une coupe d'une peinture. La peinture, c'est magnifique, c'est plusieurs couches, c'est de la matière organique, c'est un peu de matière minérale à l'intérieur, c'est vraiment une composition qui est particulière. Vous avez ici, par exemple, une coupe au microscope optique à gauche, avant l'essai de vieillissement. Après essai de vieillissement, vous voyez que le matériau a jauni. Il a jauni, ça veut dire qu'il a commencé à se dégrader. On va couper les chaînes polymères, on va créer certaines fins de chaînes qui vont être chromophores, c'est-à-dire qui vont attirer un petit peu plus la lumière, changer la couleur du matériau, et on va l'observer ici sur cette coupe. Ensuite, on va regarder la même coupe au MEB, microscope à balayage. On va se rendre compte qu'on va modifier complètement la structure de la peinture. Les charges ne sont pas du tout distribuées de la même manière. On crée une autre organisation. Donc, c'est la compréhension de ces phénomènes de dégradation en conditions d'exploitation accidentelle qui nous permettent en fait de déterminer comment on va se comporter le matériau. Est-ce que c'est le bon matériau ou est-ce qu'il faut en choisir un autre, etc. etc. Ça, c'est un exemple des activités que je peux avoir. D'autres activités, ça pourrait être qu'est-ce qui se dégage pendant la dégradation d'un matériau polymère, alors dans n'importe quel autre endroit, que ce soit sur une éolienne, un panneau solaire ou autre, et quelle quelles sont les conséquences de cette dégradation sur l'environnement, sur les personnes qui sont autour, etc. etc. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... on est dans le multi-échelle et oui, c'est passionnant. Voilà. Donc, je m'arrête là pour la présentation de mes activités. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie, avant que j'enchaîne sur une partie, je pense, qui vous intéressera plus, notamment la pollution plastique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu m'entends, oui, je pense que mon micro est allumé. Merci, bah oui, effectivement, c'est passionnant. On voit plein d'aspects très concrets de ce que ça peut représenter, toutes ces problématiques. Moi, je vais prendre des questions. Il n'y en a pas dans le chat, mais je vais laisser quand même la main à quelqu'un si quelqu'un veut ouvrir son micro et poser une question. Je vais attendre. J'essaie de regarder dans les participants. Moi, j'ai une petite question, c'est on voit que finalement la transition énergétique pour sortir de ces énergies fossiles, on a besoin des énergies fossiles et donc ça a l'air d'être comme une sorte de paradoxe
qui est inextricable si on ne quantifie pas. Donc, comment en fait on s'en sort? Si on a l'impression en fait qu'en réalité on est coincé, comment on peut argumenter pour dire que non, c'est une étape et pas une dépendance à l'infini, quoi. Ouais. En fait, on a des matériaux qui sont organiques. Donc, on peut les créer à partir d'un certain nombre de sources, le pétrole surtout aujourd'hui, hein, mais la source, ça pourrait être d'autres éléments naturels, on y reviendra dans la deuxième partie. Ça pourrait être aussi faire en sorte qu'on ait un cycle complet, alors pas infini, mais presque. C'est-à-dire qu'on pourrait finalement recréer des polymères à partir d'autres polymères. Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur le recyclage chimique, le recyclage enzymatique, alors encore une fois, on n'est pas sur des cycles infinis, mais ça nous permet déjà de réduire cette dépendance. On repartirait sur des matériaux neufs, je mets les guillemets, à partir d'une ressource recyclée. Mais ce sont encore des choses qu'il faut qu'on développe. Et toute la difficulté aujourd'hui, on ne se rend pas compte de toutes les matières organiques dont on a besoin aujourd'hui, mais en fait, on est entouré de polymères autour de nous. Et donc, dans l'énergie, c'est la même chose. Il faut développer en parallèle des systèmes de recyclage qui nous permettent justement d'avoir plus de cycles d'utilisation. Voilà. Avec des propriétés qui sont similaires des produits qui seraient neufs. Voilà. Et ça c'est un enjeu qui est super important et j'espère qu'on ne va pas le négliger parce qu'on en a besoin. Ok, très bien, merci. Il n'y a pas eu de question qui a émergé là spontanément dans le chat. Donc, Si, moi, on va j'ai dire que juste c'est une le tour. question. Ah, vas-y, Mathieu, Katia. excuse-moi. Vas-y. Oui, Je t'en prie, toi. Oui, quand tu parlais donc, de l'étude des vieillissements, tu as pris l'exemple des peintures, par exemple. oui. Du coup, comment ça se passe? Parce que ces peintures, enfin, vous ne faites pas tout en interne. Alors, j'ai fait la supposition que tu bossais à EDF, d'ailleurs, j'ai pas fait. Ah si, oui, Ouais, j'avais mis non, oui, pardon, j'ai mais, mal mis en introduction, mais oui, effectivement. mais du coup, je suppose que enfin, c'est pas vous, tous les éléments là, qui composent le réacteur, par exemple, il n'y a pas de chez vous. Comment vous interagissez? Est-ce que c'est un fournisseur externe? Puis même tout ce que tu disais sur l'évolution de ces... si on prend exemple des peintures, il y a les contraintes dont tu parlais en termes de vieillissement, de réaction au vieillissement. Il y a aussi éventuellement vos objectifs en termes de cycle de vie utilisable. Mais comment vous interagissez du coup avec des prestataires extérieurs qui vont vous fournir ces matériaux-là? Oui, alors en fait, nous, on les étudie en interne puisqu'on a un pôle R&D. Donc, on travaille avec la R&D interne pour, en amont, vraiment comprendre tous ces phénomènes. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé comment on doit les tester pour être sûr de tomber sur les bons produits, ça rentre dans un cycle de qualification qui peut prendre plusieurs mois. Hein. Voilà, ce sont des essais qui sont assez lourds. Et on travaille avec des fournisseurs, oui. Alors, pas un ou deux, hein. On a une palette en fonction du type de produit. Mais oui, on travaille vraiment en étroite collaboration avec des fournisseurs qui ne sont pas si gros que ça, d'ailleurs. Et finalement, ça les fait aussi monter en compétence. En fait, il y a beaucoup de partage. Eux, ils nous partagent finalement leur manière de travailler, leur vision et puis leur savoir-faire. Et puis nous, on leur partage aussi ce qu'on voit, ce qu'on découvre, parce que ça leur permet aussi d'avancer. Donc il y a vraiment une collaboration qui est étroite et qui est ouais, super intéressante. Ouais, ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Il y a une autre. J'allais deuxième fois où je tente de faire le relais, et puis hop, une nouvelle question qui apparaît. Donc je la prends. Les radiations ont-elles un impact sur les matières polymères? Et quel type de radiation particulièrement, s'il vous plaît? Question de Serge. Alors, en fait, toutes les radiations ont un impact sur les matériaux polymères. C'est juste que l'impact n'est pas le même en fonction des radiations et en fonction du type de polymère. C'est là où c'est un peu compliqué. Un thermoplastique, par exemple, il va se comporter différemment d'une résine. Alors, c'est dommage parce que j'aurais dû peut-être mettre ça avant. Mais en gros, un plastique type polyéthylène va se comporter différemment d'une résine qui va être thermodurcissable comme une peinture.
parce qu'en fait, déjà, la chimie des molécules est complètement différente. On n'est pas du tout sur les mêmes types de structures. Et on va avoir des conséquences qui ne vont pas du tout être les mêmes. Le fait d'avoir, par exemple, une résine qui va être un petit peu plus rigide, ce n'est pas très, très grave. Avoir, par contre, un plastique souple qui devient rigide, c'est un petit peu plus grave, puisqu'il va commencer à fissurer, etc. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Après, il y a une chose qu'on n'anticipe pas, c'est que les radiations ont aussi un impact sur la structure, parce qu'un polymère, c'est jamais, c'est rarement en tout cas, juste le polymère tout seul. Souvent des charges à l'intérieur ou d'autres éléments. Et donc, on se rend compte que pour un même polymère, avec une structure équivalente, hein, mais une composition différente, on va avoir des comportements qui vont être complètement différents. Parce qu'on a aussi des interfaces avec les charges ou les autres éléments qui vont être à l'intérieur du polymère. Et ça c'est un élément qui est assez intéressant. Toute la partie, je dirais, impact des radiations sur les polymères, ce sont des choses qui sont assez connues. Ça fait depuis les années 60 que c'est étudié. Il y a d'ailleurs un livre sur le sujet qui est magnifique, qui vient d'ENSAM et qui justement traite de toutes les interactions entre les polymères enfin l'effet des radiations sur les polymères en fonction du type de polymère. Et puis ces aspects-là de formulation, c'est quelque chose qui est encore en train d'être étudié. Parce que ça permet vraiment d'aller un peu plus finement encore dans le comportement des polymères sous irradiation. Voilà. Après, clairement, quand vous avez un choc de radiation comme on peut avoir pendant un accident, pour que le polymère tienne, faut qu'il ait vraiment une composition très particulière. Voilà. Et tous les polymères ne tiennent pas. Et donc, les conséquences de ça va être du farinage, ça va être il va être complètement désagrégé parfois, et ça peut être juste le matériau qui prend un peu de couleur. Donc, vraiment, ça dépend du type de polymère. Il y a des polymères qui résistent très bien aux irradiations. Merci beaucoup. Et Serge dit merci aussi. Ça va clore cette première partie. Effectivement, nous, si on a décidé d'interagir avec Ako, c'était à la fois pour son expertise sur voilà, la question des polymères et des matériaux, mais plus généralement pour sa réflexion sur finalement les interactions entre et donc, du coup, en fait, on va passer à une deuxième partie qui est un petit peu moins axée sur l'aspect scientifique de travaux de Kako, mais plus généralement sur le plastique et la pollution plastique. Du coup, on va lui laisser à nouveau la main et puis on récoltera vos questions. N'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure dans le chat. On les relaiera après. Je suis un peu persuadé qu'il y en aura plus. Je m'avance un peu, mais on verra bien. Je pense, oui. On vous écoute sur oui, sur cette nouvelle question de la pollution plastique. Oui, alors la deuxième partie donc sur la pollution plastique, je l'ai intitulée Comprendre et prévenir la pollution plastique. Alors, je m'y suis intéressée, ça fait un petit moment quand même que je m'intéresse au sujet de la pollution de manière générale et l'impact environnemental de nos activités. Le sujet spécifique de la pollution plastique, je m'y suis intéressée quand vraiment on a eu cette espèce d'emballement médiatique sur le sujet, qui a fait évoluer des choses, hein, ça c'est clair. Parce que je trouvais que, en fait, on ne pouvait pas bien travailler sur le sujet si on n'était pas suffisamment juste, en fait, en termes d'informations scientifiques et techniques sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si on part sur des choses qui sont juste extravagantes et qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité, on ne va pas bien travailler sur la prévention et sur la lutte, justement, contre la pollution plastique. Voilà. Et donc, je me suis associée à l'expédition 7e continent dont je suis membre pour justement essayer d'expliquer et faire de la pédagogie sur ce sujet-là. Je pense que c'est important. Voilà. Et donc, tout le background scientifique que j'ai sur le sujet me permet bien de comprendre les articles scientifiques et, disons, l'état de l'art actuel sur le sujet. Voilà. Et donc, ça permet aussi de donner quelques clés de compréhension quand il y a besoin et de traduire ça
au grand public quand c'est nécessaire, parce que ce n'est pas forcément évident. Pour nous, ça paraît très simple, en fait, les sujets polymères. Je trouve ça très, très simple comme matériau, en fait. Mais c'est vrai que pour quelqu'un d'extérieur, c'est assez complexe. Ça reste de la chimie, voilà. Et donc, traduire ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Puis moi, ça me fait évoluer aussi dans tout ce qui est pédagogie, et je trouve ça important de le faire. Ouais. Alors, du coup, je vais revenir sur la définition des polymères que je n'ai pas mise au départ parce que je voulais la mettre là, à ce moment-là. Pourquoi? C'était vraiment pour définir les différents types de polymères, même si on en a parlé avant. Je pense que vous le savez déjà, mais juste pour qu'on se mette bien tous d'accord sur les définitions, j'aime bien le faire au départ. Donc, un polymère, grande molécule constituée d'unités fonctionnelles, d'unités fondamentales, monomères, qui sont reliées par des liaisons fortes, donc des liaisons covalentes. Ce qu'on appelle des macromolécules. Voilà. Donc, elles peuvent être linéaires, elles peuvent être branchées. Et donc, ces monomères-là, on peut avoir un seul monomère sur une chaîne. On peut en avoir plusieurs qui sont mis les uns à côté des autres, comme un collier de perles. Là. On peut en avoir 2, on peut en avoir 3. Et en fonction de la manière dont moléculairement la chaîne va se former, on va créer des fonctions qui vont être particulières. Voilà. Quand on a des chaînes qui sont très très longues ou branchées, on va avoir un polymère qui va être solide. Et quand on a des chaînes courtes, on va avoir un polymère qui va être liquide. Pourquoi? Parce que là, on voit bien, on a des chaînes. Hein. Donc, quand les chaînes peuvent glisser les unes par rapport aux autres, on a quelque chose de fluide, de mou. Et quand elles ne peuvent pas, parce qu'elles sont entremêlées entre elles, parce qu'elles sont liées entre elles aussi parfois, on a quelque chose de solide. Ça ne peut pas bouger sous les sollicitations mécaniques. Voilà. Donc, on a trois grandes familles de polymères. La première famille, ce sont les thermoplastiques. Donc là, on n'a aucune liaison entre les chaînes. On a juste des longues chaînes macromoléculaires. Certaines affinités entre elles, bien sûr. Hein, on peut avoir des petites liaisons hydrogène ou autres, mais pas de liaison forte entre elles. Et donc là, pourquoi est-ce qu'on les appelle thermoplastiques? Parce que leur comportement dépend de la température. On comprend bien qu'on a de longues chaînes, elles sont enchevêtrées, elles peuvent s'organiser sous forme de cristaux, parfois, en fonction de la manière dont elles vont être produites. Mais quand on va venir augmenter la température, on va leur donner de l'énergie et petit à petit, elles vont glisser les unes par rapport aux autres. Le matériau va se ramollir et il va fondre. Voilà. Quand on parle des élastomères, donc c'est la deuxième famille, là, on va avoir des chaînes qui vont être un petit peu plus courtes et des points de réticulation de temps en temps. Voilà. Un réseau qui est peu dense, finalement, qui va être élastique. On a suffisamment de longueur entre deux points d'accroche, ces petits points rouges là, de réticulation, pour que le matériau puisse s'étirer et revenir à son état initial. Donc là, on peut atteindre de fortes déformations. C'est un matériau qui ne fond pas, mais qui, par contre, est très élastique. Et enfin, on a les thermodurcissables. Là, on parle des résines, hein, dont on a parlé tout à l'heure. On a un réseau qui est beaucoup plus dense, plus rigide. C'est-à-dire que la longueur de chaîne entre deux points d'articulation est courte, donc s'étirer dessus, ça ne se déforme pas, quoi, ou très peu. On a de faibles déformations. Là, ils ne font pas, ils se ramollissent très très peu. Donc, on a une stabilité thermique qui est plus importante dans les deux derniers cas. Vous voyez qu'on a des structures qui ne sont pas du tout les mêmes et donc des comportements qui vont être très différents, ne serait-ce que dans la structure du polymère. Si on ajoute à ça la manière dont ces chaînes vont se mettre les unes par rapport aux autres une fois qu'on va les mettre en place, la nature chimique des monomères et les charges qu'on va ajouter, on multiplie en fait le nombre de possibilités pour ces polymères-là. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Hein. Les thermoplastiques, clairement, les emballages alimentaires sont en thermoplastique. Vous avez aussi les membranes d'étanchéité qu'on retrouve dans les bassins. Pour tout ce qui est élastomère, bon, alors bien sûr, les pneus ou bien les élastiques, ça c'est du grand classique. Et puis les thermodurcissables, bien sûr, les peintures et la résine qu'on utilise pour les pales d'éoliennes. Voilà. Et donc, ces polymères-là, alors les polymères de manière générale peuvent être de deux natures. Soit synthétiques, purement fabriqués par l'homme, synthétisés à partir de molécules qui viennent de la nature ou du pétrole, peu importe. Ils sont synthétiques, on les a créés, ils n'existent pas dans la nature. Ou bien naturels. Naturel, ça signifie que c'est présent dans la nature. La cellulose, le latex, par exemple, ce sont des polymères naturels.
polymère d'origine naturelle, parce que là, oui, du coup, ma slide est un peu de confusion. Un polymère d'origine naturelle n'est pas un polymère naturel. Ce sont deux choses différentes. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut synthétiser un polymère à partir de molécules naturelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il est naturel, puisqu'il n'existe pas dans la nature. Par exemple, le PLA, il est issu de molécules issues de la nature. On va récupérer ces molécules-là et on va créer un polymère qui n'existe pas. Donc, c'est un polymère synthétique d'origine naturelle. Voilà, puisqu'il n'est pas produit à partir du pétrole. Ça, c'est important parce qu'on a tendance à faire la confusion entre polymères d'origine naturelle et polymères naturels. Et du coup, quand on dit, par exemple, que le PLA et le polyéthylène sont différents, bah non, en fait, pas tant que ça. La seule différence qu'on a entre les deux, c'est l'origine des molécules qui ont permis de fabriquer ces deux polymères. Mais ce sont tous les deux des polymères synthétiques. Voilà. Alors, c'est là où on en vient à la définition des plastiques. Est-ce qu'un polymère est un plastique? Est-ce qu'un plastique est un polymère? En fait, il y a une définition dans la directive européenne de juin 2019 qui définit en fait un plastique comme une résine polymère synthétique, qui n'existe pas dans la nature, et des additifs. Voilà. Donc, il faut forcément qu'on ait ça pour avoir un plastique. Donc, le plastique, ça peut être un thermoplastique, ça peut être un élastomère, ça peut être un thermoforcep, peu importe. Hein. Mais un plastique, c'est forcément un polymère qu'on a créé plus des additifs. Le polymère pouvant être créé à partir du pétrole ou à partir de molécules qu'on retrouve dans la nature. Voilà. Je pense que c'était pas mal de le préciser quand même, parce que pour la suite, ça me paraît important. Donc là, j'ai fait j'ai mis un petit schéma pour expliquer qu'en fait, on peut avoir différents types d'additifs. Vous avez la résine brute, une résine synthétique donc, et ensuite vous avez la formulation de ce plastique. Et en fonction de la formulation, en fait, vous le formulez pour un usage. C'est-à-dire que je ne vais pas formuler un plastique bouteille comme je vais formuler un plastique, même si c'est la même résine, hein, pour un autre usage, par exemple un renforcement d'un ouvrage génie civil. C'est le même plastique, hein. La formulation est différente. Voilà. Que ce soit les additifs, les plastifiants, stabilisants, pigments, etc., chacun donnant une fonction spécifique au plastique. Ou bien les charges et renforts, qui, pareil, hein, vont donner de la résistance mécanique ou autre au plastique. Et donc, tout ça, c'est lié à un usage spécifique. Donc, on peut avoir la même résine pour des usages différents, donc avec des formulations qui vont être probablement différentes. Voilà. C'est là où on en vient au pétrosourcé et biosourcé. Alors, biosourcé signifie que la source du plastique est naturelle. Pétrosourcé, ça vient du pétrole. Et donc, il y a une confusion entre biosourcé et biodégradable. Je m'explique. Là, ici, vous avez en bleu les plastiques, les polymères qui sont issus, fabriqués à partir de molécules naturelles, issues de la nature. D'accord ? Vous pouvez avoir du biopolyéthylène ou polypropylène ou PET, etc. Là, en violet, vous avez les matériaux qui sont pétrosourcés. Alors, attendez juste une seconde. Ouais, non, là, je suis en train de très mal lire le graphe. Là, vous avez en fait les éléments qui sont pétrosourcés et qui sont biodégradables. En fait, vous pouvez, quelle que soit l'origine du matériau, la dégradation de ce matériau ne dépend pas de son origine, qu'il soit pétrosourcé ou issu de la nature, enfin de molécules naturelles. Ça ne définit pas sa biodégradation. Ce qui définit sa biodégradation, c'est sa structure chimique, en fait. Donc, en fonction de sa structure chimique, et même parfois microscopique, hein, le matériau peut ou pas se biodégrader. Voilà. Donc, ça, c'est important parce qu'on a tendance à faire la confusion et souvent, on peut voir sur des emballages plastique naturel ou polymère naturel ou issu de tel sucre de canne ou je ne sais pas quoi. Et en fait, biodégradable,
Mais biodégradable, ça veut tout et rien dire, en fait. Hein. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Il n'y a pas forcément de lien direct entre les deux. Voilà. Comme j'ai écrit, l'origine d'un polymère ne détermine pas son mode de dégradation. On peut avoir des plastiques issus du pétrole biodégradables. Voilà, comme c'est le cas là. Ceux-là, par contre, vous voyez, ils sont biosourcés. Ce sont les mêmes, en fait, hein, que les polymères conventionnels. Mais ils ne sont pas biodégradables, bien sûr, puisque c'est exactement la même chimie. Voilà. Alors, les plastiques, on les utilise dans énormément de domaines, pratiquement tous les domaines. Là où on les utilise le plus, alors juste pour traduire un petit peu ce graphe, vous avez les types de plastique avec les usages ici en bas. On les utilise le plus dans l'emballage. C'est vraiment le domaine où on utilise le plus de plastique. Voilà. Ensuite, il vient la construction, l'automobile. Alors, on en utilise le plus parce que ce sont des éléments qui sont jetables. Donc, forcément, on doit renouveler énormément. Et puis, concrètement, on utilise énormément d'emballage. Pas forcément toujours nécessaire, mais voilà, on en utilise beaucoup. Donc, c'est vraiment le domaine où on va avoir le plus de volume finalement de plastique utilisé, quel que soit le type de plastique pratiquement. Et qu'au niveau du PVC, le PVC est très peu utilisé dans l'emballage parce qu'au contact avec dentaire, il n'est pas autorisé. Du coup, on l'utilise plutôt dans le domaine de la construction. Mais sinon, dans la plupart des cas, c'est quand même un gros domaine. Et donc, que deviennent les plastiques une fois qu'ils sont produits? Donc, on a tous ces domaines-là où on utilise des plastiques. Là, ce graphe-là représente le devenir de tous les plastiques, hein, pas uniquement l'emballage alimentaire. Hein. Globalement, on est autour de 300 millions de tonnes, un petit peu plus aujourd'hui, parce que là, ce sont des chiffres de 2015, de tonnes de plastique produits par an. Alors, on a une partie de ces plastiques qui restent utilisés et une grosse partie qui viennent des déchets. Voilà. À la fin, on se retrouve chaque année avec environ 12% de ces plastiques qui sont mal gérés. Alors, mal gérés, ça veut dire qu'ils se retrouvent soit jetés n'importe où, soit dans des pas des déchetteries, des zones de stockage à ciel ouvert. Des décharges à ciel ouvert. Voilà, pardon, je cherchais le mot, merci beaucoup. Les décharges à ciel ouvert, donc pas du tout gérées. Où vous allez avoir des fuites finalement de déchets, que ce soit dans l'environnement, dans le sol, dans l'eau, enfin un peu partout. C'est 12%, c'est quand même assez énorme. Hein. Et au final, vous en avez 3% qui atterrissent dans l'océan d'une façon ou d'une autre. Donc, chaque année, on a 3% de nos déchets qui atterrissent dans les océans. C'est énorme. Voilà. La plupart de ces déchets sont des emballages, en fait. Voilà, des emballages plastiques. Voilà, on ne parle que de plastique en plus, hein, parce que voilà, c'est ce qui est le moins bien géré de manière générale. Et donc, pour ce qui est de la production de plastique, de déchets, enfin de déchets plastiques, vous voyez ici, dans ce graphe ici, là, en vert, les pays qui produisent le plus de déchets plastiques. Voilà. Vous avez ici la légende, hein, jusqu'à plus de 50 millions de tonnes. Et dans le graphe du bas, vous avez les pays où le taux de déchets mal ou non gérés est le plus important. Alors, ça correspond bien pour la Chine. Hein. Bon, ils produisent beaucoup, ils ne gèrent pas très, très bien. Alors, je pense que le graphe a un petit peu changé parce que les chiffres datent de 2015 et que la Chine a fermé ses frontières il y a quelques années. Donc, ça doit être un petit peu plus bas que ça. Mais clairement, vous voyez que, par exemple, pour les États-Unis, on a l'impression qu'ils gèrent super bien leurs déchets, ce qui n'est pas le cas. Hein. En fait, on a ici le problème de l'exportation des déchets vers des pays qui ne savent pas gérer leurs propres déchets. Quoi. Donc aujourd'hui, la plupart des pays asiatiques ici se retrouvent à gérer des déchets qui viennent des États-Unis ou d'autres pays du monde. Voilà. Pour la France, c'est un peu différent parce qu'en fait, on exporte très peu et quand on exporte, c'est plutôt dans les pays voisins. En fait, on fait une espèce de partage de dispositifs de recyclage ou de valorisation des déchets. Mais pour des pays comme les États-Unis, oui, c'est vraiment un gros problème. Ils ne recyclent que 4% de leurs déchets plastiques. C'est
très très peu. Donc il n'y a pas forcément de correspondance entre un pays qui produit beaucoup et un pays qui gère mal. Et voilà, c'est ce que je voulais montrer ici. Alors, la source de pollution plastique dans l'environnement, elle est assez, enfin, elle est multiple. On parle souvent des macrodéchets. Donc, par exemple, la bouteille d'eau qu'on laisse, qu'on jette dans la nature, on ne fait pas attention, elle jette dans la poubelle, elle tombe, elle se retrouve dehors. Alors, sous l'effet de l'environnement, hein, les UV, l'eau, l'abrasion, qui se retrouve dans l'eau de mer, par exemple, ça va flotter, hein, parce que la bouteille d'eau, elle est pleine d'air, elle va rester, en plus, si elle est fermée, elle va rester à flotter sur l'eau. Et les plastiques, en général, la plupart des plastiques sont peu denses et donc flottent. Et donc, vous allez avoir de l'abrasion, dégradation par l'oxygène, surtout les UV, hein, c'est vraiment ce qui dégrade le plus. Et vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle des microplastiques secondaires. Secondaires parce que le premier déchet, ce n'est pas le microplastique, c'est le macrodéchet. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques exemples de dégradation. Hein. Sous UV, ça peut être très, très rapide. Hein. Sur un film polypropylène, par exemple, en 6-7 semaines, ça commence déjà à se dégrader. Enfin, c'est assez rapide. Et même si la plupart des plastiques qui sont utilisés pour l'emballage ne sont pas, la grande majorité, hein, ne sont pas biodégradables. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des micro-organismes dessus qui viennent s'accrocher, etc., quoi, hein, ou dégrader localement, on va dire, le plastique. C'est juste que la durée de biodégradation est tellement longue qu'on ne peut pas considérer que c'est biodégradable. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de microplastique qu'on retrouve. Et donc, généralement, quand on jette des déchets dans l'océan, ce qu'on retrouve en très, très peu de temps, ce sont des microplastiques secondaires. On les revoit rarement sous forme de macrodéchets. Et ces macrodéchets sont dangereux pour les animaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où c'est vraiment le plus dangereux, c'est qu'ils ont tendance à les confondre avec de la nourriture ou avec autre chose, et du coup, ils peuvent s'étouffer avec, ils peuvent se prendre les pattes, le bec, etc. dedans. Et les animaux marins sont très, très sensibles à la présence de ce type de matériaux ce sont des matériaux qui sont très résistants, en fait, hein, mécaniquement. On ne s'en rend pas compte, hein, ce sont des emballages, des plastiques, etc., des films, etc. Mais quand vous mettez ça au contact d'animaux qui ne voient pas ça dans l'environnement naturel, hein, ça peut vite être dramatique en fait. Hein. Voilà. Et ça, je pense que vous en êtes conscient, on a beaucoup parlé dans les médias. Un petit focus sur la durée de dégradation. Alors, ce que vous voyez sur Internet, souvent, c'est ce genre de graphe, hein, avec des différents types d'emballage et leur durée de dégradation. Alors ça, c'est juste du grand n'importe quoi. Je me permets de le dire parce que, voilà. Alors, je comprends que ça puisse donner une idée du délai en comparatif, etc. Mais alors, c'est basé sur absolument rien. Hein. En fait, la durée de dégradation d'un matériau va dépendre de l'environnement. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dire dans une émission, alors oui, la dégradation d'une bouteille enterrée est de temps et une bouteille sur l'eau est de temps. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, je pense que il y a une différence entre une dégradation qui va mettre, par exemple, je ne sais pas moi, 200 ans, et une dégradation qui n'existe pas. Alors, peut-être que pour le grand public, la différence n'est pas là, mais alors moi, personnellement, je trouve que c'est pas très juste. Je vous donne un exemple opposé. Le chewing-gum, on nous dit en 5 ans, c'est dégradé. Alors non, pas 5 ans, 50 ans, si ce n'est pas exposé aux UV. Ce n'est pas la même chose quand même. On n'est pas du tout sur les mêmes délais. Donc, je pense que c'est bien d'être dans le juste milieu en termes de communication sur les durées de dégradation des différents matériaux et donc des plastiques. Parce que, OK, dire qu'un masque chirurgical, ça se dégrade au bout de 100 ans plutôt que 450, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose pour le grand public. C'est quand même beaucoup 100 ans, hein, et c'est un minimum. Donc, voilà, là-dessus, je voulais quand même vous exposer ce qui était finalement diffusé comme information, et puis la réalité scientifique, pour le coup. Voilà, c'est un petit peu différent. Et là, j'avais mis aussi les déchets organiques pour expliquer qu'en fonction du type de déchet, parce que là, on a mis 30 millions de pommes, mais la peau de banane, c'est 2 ans quoi, de dégradation. Voilà. Et 30 millions de pommes, c'est 6 mois. Alors, on n'est pas loin là pour le 30 millions de pommes, hein. C'est pas mal. Mais effectivement, oui, pour les autres matériaux, c'est un peu à côté. Voilà. Alors, le type de microplastique qu'on peut retrouver, en tout cas de pollution plastique qu'on peut retrouver,
sont tous les éléments qui vont être des petites billes de plastique ou les fibres qui vont être évacuées. Donc, on est là dans le déchet primaire, donc le microplastique primaire. C'est le premier déchet. Voilà. Par exemple, quand vous avez des petites billes dans les produits cosmétiques, etc. Aujourd'hui, c'est interdit en Europe, mais quand vous avez ce type de petites billes, vous lavez le visage avec, l'eau est évacuée, ces petites billes, elles ne sont pas traitées, elles se retrouvent ensuite dans l'océan. Il y en a très peu qui sont récupérées en station d'épuration. Et tout ce qui est abrasion et dégradation des vêtements, c'est la même chose. C'est-à-dire que les fibres qui vont être produites pendant le lavage du linge vont se retrouver ensuite dans les évacuations. Alors, ça peut être aussi parfois sur certains vêtements le fait d'avoir un peu d'abrasion. Parfois, vous voyez des fibres, etc., qui vont dans l'air. Ça aussi, ce sont des microplastiques de type fibre qui se détachent des vêtements, notamment quand ils sont abîmés. Globalement, ce qu'on retrouve le plus dans la nature, par rapport à ces microplastiques primaires, les plus importants, ce sont les textiles synthétiques, donc les fibres textiles. C'est autour de 35% des microplastiques primaires. Ensuite, vous avez les pneus. Les pneus, c'est un peu plus problématique parce que, à la limite, si vous voulez, pour tout ce qui est abrasion, dégradation des fibres, on peut mettre un filtre en sortie de machine à laver et on peut récupérer une grande partie des fibres. Pour les pneus, c'est un peu plus compliqué parce que là, on est dans l'abrasion d'un pneu qui nous permet d'utiliser un véhicule. Donc, ce qu'on peut faire globalement là-dessus, éventuellement, c'est de renforcer la résistance à l'abrasion du pneu, faire en sorte que pendant qu'on roule, l'abrasion soit moins importante, etc. Donc, la conception même du véhicule, il y a des choses à faire, mais c'est quand même pas évident. Et enfin, vous avez tout le reste, c'est-à-dire les poussières urbaines, le marquage routier. On met des peintures blanches au sol, ce genre de choses. Là, c'est pareil, on peut changer éventuellement le type de peinture. Mais pareil, si on met une peinture biodégradable, elle va se dégrader plus vite. Donc, c'est pas forcément ce qu'on souhaite puisqu'on veut du marquage. C'est pas forcément évident. Mais globalement, oui, les fibres synthétiques, c'est une grosse partie de ces microplastiques primaires. Et justement, puisqu'on parle fibres synthétiques, un petit dilemme là-dessus, c'est que, en fait, la grande majorité des fibres qu'on retrouve dans l'océan, ce sont des fibres cellulosiques, donc d'origine naturelle. Donc voilà, ce sont ces types de fibres-là. Donc là, on a les résultats d'une étude qui date de 2020 dans différents océans. Alors pourquoi on en retrouve plus? C'est tout simplement parce que, encore une fois, question de structure. Vous êtes avec deux polymères, un naturel, cellulose, et l'autre synthétique. Ici, vous avez une fibre de coton. Fibre de coton, en fait, le coton, on va le modifier un petit peu en surface, mais l'objectif, c'est quand même de garder la fibre telle qu'elle est. Voilà. Donc, elle est naturelle, elle est imparfaite par nature. Elle n'est pas faite, la fibre n'est pas faite pour faire un vêtement. On l'utilise pour faire un vêtement. Ce sont deux choses différentes. Le polyester, lui, il est synthétique. On fait un peu ce qu'on veut. Il est fabriqué pour faire un vêtement. Donc, on va avoir beaucoup moins de fibrilles autour. Et donc, comparé à une fibre naturelle, il va émettre beaucoup moins de microfibres. Voilà. C'est pour ça qu'on en a beaucoup plus en cellulose. Là où il faut être vigilant, c'est que la cellulose seule peut traiter, elle se biodégrade de manière générale assez facilement. Alors, dans l'eau de mer, c'est un peu plus compliqué, mais par rapport à un plastique synthétique, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, dès qu'on commence à avoir des traitements, parce que généralement, les vêtements, ils sont quand même traités pour qu'ils durent. On veut de la durabilité, on veut les garder longtemps, nos vêtements. Donc, pour qu'ils durent dans le temps, il ne faut pas que la fibre se dégrade. Plus elle va être sensible à la biodégradation, moins elle sera durable. Donc, il y a un compromis à trouver entre les deux pour faire en sorte que les fibres cellulosiques qu'on retrouve dans la nature puissent être biodégradables dans le temps. En tout cas, plus rapidement qu'une fibre synthétique, par exemple, ce qui n'est pas forcément évident en fonction des traitements. Voilà. Donc, je voulais faire un focus là-dessus pour dire qu'on se focalise beaucoup sur les fibres synthétiques. Je pense qu'il faut avoir une vision globale sur les fibres de manière générale, parce que le coton, ça a beau être naturel, on le modifie pour l'utiliser. Voilà. Alors, une petite définition de la taille
des microplastiques. Par convention, les microplastiques ont un diamètre entre 5 mm et 1 micron. Je dis par convention parce qu'aujourd'hui, on a un petit problème quand même, c'est qu'on n'a pas de définition normalisée. Ce n'est pas standardisé ça. C'est par convention, les scientifiques ont déterminé que ce serait ça. On peut retrouver dans certains cas une définition qui va être légèrement différente. Globalement, c'est censé être entre 5 mm et 1 micron. Et ensuite, vous avez les nanoplastiques qui ont des tailles qui sont inférieures. Donc, comment dire, cet exemple-là montre bien qu'on est au début, finalement, des études, de la compréhension de ce qui se passe avec les microplastiques de manière générale. Rien que la définition, finalement, du microplastique, si elle n'est pas standardisée, c'est très difficile finalement après de consolider des études et de les mettre ensemble et de pouvoir bien comprendre certains comportements, quoi. Donc, c'est en cours, hein, ça va être fait, mais c'est quand même un pas qui est essentiel, une base essentielle pour pouvoir ensuite construire finalement toutes les connaissances qu'on a sur le sujet. Juste un petit point, on étudie les microplastiques depuis les années 60. C'est pas nouveau. C'est simplement que la problématique n'était pas la même. On ne les étudie pas pour les mêmes raisons. Donc, le fait de savoir que des microplastiques sont créés par dégradation des plastiques, ce n'est pas quelque chose de très, très nouveau, hein. Ça a juste été médiatisé il y a quelques années, mais on le sait depuis assez longtemps. Ouais. Par contre, tout ce qui s'est passé ensuite a permis justement de développer vraiment un éventail d'études sur le sujet qui a permis de beaucoup avancer sur la compréhension de leur comportement. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais les microplastiques, quand ils sont dans l'océan, ou les plastiques de manière générale, hein, ils ont tendance à flotter, hein, et ils vont se retrouver dans les courants marins. Ils vont s'accumuler dans ce qu'on appelle des gyres océaniques, ces courants circulaires océaniques. Et donc, c'est là où, en fait, on peut venir les étudier, enfin, les scientifiques vont pour étudier leur comportement, comment ils se structurent, etc., etc. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une grande partie quand même des déchets qu'on retrouve dans l'océan viennent de la pêche. Et des filets de pêche, en fait, qui sont laissés, ils sont perdus, et voilà, qui se retrouvent dans l'océan. Et donc, on retrouve souvent dans ces gyres à la fois des morceaux de plastique, beaucoup de microplastiques, ce qu'on appelle une soupe de microplastiques, et puis des filets autour, quoi. Voilà. C'est un mélange de tout ça qu'on a dans ces gyres. Alors, il y a un autre élément dont on entend très peu parler, c'est les retombées atmosphériques. Et donc, le fait que, parce que vous voyez, les microplastiques, ce sont des éléments qui sont très fins, très volatiles, hein, ils sont très légers, peuvent aller dans l'air, etc. Et donc, on peut avoir des retombées atmosphériques sur les sols. Donc, on peut avoir une pollution des sols par l'atmosphère, les pluies, etc. Par aussi les films plastiques qu'on utilise dans l'agriculture, parce que généralement, on les laisse se dégrader, on les retire, hein, mais il y a une partie qui se dégrade et qui reste sur place. Par aussi les stations d'épuration, les épandages de boue résiduaire urbaine. On peut avoir à l'intérieur des petites billes, par exemple, de microplastiques qu'on utilise dans les produits, dans certains produits, ou bien les fibres textiles qui sont liées au lavage. Donc, on peut les retrouver là-dedans. Ils sont utilisés dans l'agriculture et on les retrouve ensuite dans les sols. Une fois qu'ils sont dans les sols, ils vont généralement partent, on va dire, vers dans l'eau. Ils diffusent en même temps que l'eau et on peut les retrouver ensuite dans les rivières et puis ensuite en fin de parcours dans l'océan ou dans la mer, quoi. Mais il reste quand même un certain temps dans les sols. Dans les sols, ils vont se dégrader très, très lentement, hein. En fonction du type de sol, s'ils ne voient pas la lumière, leur dégradation va être très, très lente. Voilà. Donc ça, c'est un sujet également. Et donc, le sujet des plastiques et de la pollution plastique de manière générale, hein, que ce soit les macrodéchets, les microplastiques, quelles que soient leurs origines. Alors, ça fait quand même quelques années maintenant, c'est très, très médiatisé. Alors, la médiatisation, c'est quelque chose de positif, hein, parce que quand on est au courant de quelque chose, on peut agir. Là où c'est un petit peu délicat, c'est quand la médiatisation utilise des ressources scientifiques en les traduisant mal. Là, ça commence à devenir un peu compliqué, parce que pour rattraper ça, c'est juste pas possible, en fait.
Donc, je pense que vous avez tous lu des articles sur les microplastiques qui sont libérés dans les biberons, ceux qui sont retrouvés dans le placenta humain, et la fameuse ingestion de la carte de crédit microplastique par semaine. Par semaine, hein, pas par an. Voilà. Alors, pour avoir lu ces articles, je parle des articles scientifiques. Pour avoir lu les articles scientifiques dont sont issus ces articles médias, ils ne disent pas tout à fait la même chose. Donc, c'est toujours un peu délicat. C'est-à-dire que, par exemple, les microplastiques retrouvés dans les placentas humains, en fait, l'étude dit qu'il y a quand même petit doute parce qu'ils ont retrouvé exactement les mêmes microplastiques dans tous les placentas. Là, il y a quand même un sujet, quoi. La problématique de l'étude des microplastiques, c'est qu'il suffit qu'il y ait dans l'air des résidus, hein, fibres ou quoi que ce soit, et on peut venir polluer en fait ce qu'on étudie. Donc, c'est très, très compliqué si la méthode n'est pas bien calée, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent, les scientifiques, dans leurs propres articles scientifiques, ils sont très prudents. Ils disent, voilà, on a vu ça, mais nous, on a fait un blanc qui est OK, etc. Mais on va continuer les études, etc., pour consolider finalement ce qu'ils ont observé. Et je pense que cette prudence-là, elle ne se retranscrit pas forcément dans les articles médias. Ça, c'est quelque chose qui personnellement me perturbe un peu. Mais voilà. Et le problème, c'est que c'est tellement surmédiatisé que parfois, on a des éléments qui ne sont même pas dans les articles scientifiques, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je vais prendre l'exemple de la carte de crédit. Oh, je le prendrai après. Je vais d'abord vous parler des études. Alors, les études, non, là, vous avez le nombre de publications par an, en fait, en fonction du type de microplastique. Et on voit qu'il y a une petite accélération, là, dans les années 2010, assez importante, et qui est liée justement à cet intérêt pour justement essayer de comprendre l'impact de ces microplastiques sur à la fois l'environnement, c'est quelque chose d'important, hein, mais aussi sur la santé humaine, puisque c'est lié hein, finalement. Hein. Ce qui impacte l'environnement nous impacte aussi. Donc c'est important de comprendre les deux. Et là, vous avez les évaluations des observations d'études de terrain. En fait, le problème qu'on a, c'est que il n'y a pas forcément, si vous voulez, dans ces études, toujours des précautions qui sont prises sur la manière dont les études sont réalisées. En fait, c'est très, très compliqué. Hein. Là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien fait. Non, ce n'est pas ça le sujet. C'est simplement que c'est extrêmement compliqué. Chaque étude nous apporte quelque chose en termes de connaissances, que ce soit dans la manière de réaliser l'essai ou dans les résultats en eux-mêmes. D'accord ? Mais un certain nombre de ces études-là nous montrent la nécessité de bien caler les conditions d'essai pour être sûr que ce qu'on mesure, c'est la réalité et pas la pollution qu'il y a autour de nous. C'est vraiment un sujet compliqué. Alors, la fameuse carte de crédit de microplastique, c'est un exemple, c'est un super exemple parce que, en fait, c'est une étude qui a été réalisée. Alors, j'ai discuté avec l'auteur, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler là. Les conclusions de l'article ont été publiées en 2019, mais l'article scientifique n'a été publié qu'en 2021. Ils ont été publiés par WWF, qui avait commandé l'article, hein, mais il n'a été publié dans un magazine scientifique qu'en 2021. Et donc, si vous voulez, c'était très compliqué parce qu'on avait des conclusions. On avait aussi les auteurs qui nous disaient, alors, attention à prendre avec des pincettes pour telle et telle raison, mais on n'avait pas l'article scientifique pour pouvoir en juger, en fait, hein, scientifiquement. Donc, c'était pendant 2 ans, on a attendu d'avoir l'article pour savoir ce qu'il en était. Alors, c'est une étude statistique, c'est-à-dire que c'est une étude qui a récupéré un certain nombre de données issues d'articles scientifiques existants, qui a fait un tri en fonction de la pertinence des analyses qui ont été réalisées, parce qu'il y a des articles qui ont quelques défauts. Donc voilà, ils ont vraiment mis en place une méthode qui est super intéressante dans le tri des articles et la pertinence des articles scientifiques. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et ensuite, ils ont déterminé statistiquement combien de microplastiques on pouvait potentiellement ingérer en fonction de ce qu'on consommait.
Le problème, c'est que les articles se focusent généralement sur des aliments qui sont très exposés aux microplastiques. Donc, forcément, on a eu une quantité qui était assez énorme. Et quand c'était le premier article qui a fait ce gros travail-là, hein. Donc chapeau, parce que franchement, c'était un gros boulot. Après, il y a eu d'autres articles. Et c'est là où en fait, on s'est rendu compte que la carte de crédit de microplastique, on est là, hein. On est ici en termes comment dire, de correspondance par rapport à la moyenne de ce qu'on absorberait, ce qu'un adulte absorberait en une semaine. On est après le 97,5 percentile là, et donc c'est pas du tout représentatif. Ce qui est représentatif, c'est plutôt, on va dire, le grain de sel par semaine, pour schématiser, hein. Et là encore, est-ce qu'il y a un intérêt à schématiser de cette manière? En fait, ça dépend énormément de ce qu'on consomme, ça dépend d'énormément de paramètres. Donc là, il y a une étude qui a été réalisée en 2021, vous avez la référence ici, hein, qui est très intéressante parce que ce n'est pas une étude statistique, on est vraiment sur une autre manière de considérer les données scientifiques et qui nous permet de dire, en fait, non, on n'est pas là, on est plutôt là, mais on est plutôt côté grain de sel. Mais on en consomme quand même. On en consomme quand même, et on a potentiellement un risque que ça puisse s'accumuler dans certaines parties du corps. Donc, ce sont des données qui sont plus comment dire, pertinentes, puisqu'on a à la fois la consommation et l'impact de la consommation, comparé à d'autres types d'exposition. Mais voilà, on avance, on fait un pas de plus, voilà, dans la compréhension de ces phénomènes-là. Et là, il y en a d'autres qui sont sortis depuis un article sur le sujet. Donc, la carte de crédit de microplastique, c'est un gros coup de com', mais c'est un coup de com' qui a aussi permis d'avancer pour mieux comprendre finalement le devenir de ces microplastiques et ce que nous, on ingérait réellement et l'impact de ces microplastiques pour l'homme et également pour les animaux, quoi. Voilà. Donc, c'était un exemple que je trouve intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé de cette carte de crédit. Alors, j'en parlais tout à l'heure, on a un gros problème de méthode. Là, j'ai mis un petit exemple d'une méthode là, que j'ai retrouvée dans un article. Vous voyez, on récupère des échantillons, on les traite, on les sépare, etc., etc. En fait, aujourd'hui, on a un déficit de méthodes harmonisées. On a besoin de méthodes harmonisées. Pourquoi? Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la carte de crédit, on part avec des méthodes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, c'est très difficile de faire des comparatifs entre ces méthodes. Donc, on pourrait être plus précis finalement dans ce qu'on mesure et sur les impacts de ces plastiques et microplastiques si on avait des méthodes harmonisées, des méthodes où en fait tous les scientifiques se diraient bon, on va travailler de cette manière tous, voilà, dans l'extraction et l'identification de ces microplastiques. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais c'est en cours, hein. Ce sont des travaux qui sont en cours. Ça, c'est un article qui date un peu. Et là, j'identifie plein de possibilités de pollution, là, juste en regardant ce petit schéma-là. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses qui sont en cours actuellement. Et c'est un gros travail à réaliser de la communauté scientifique. Alors, il y a une chose qu'on sait sur les microplastiques quand même, parce qu'une fois que le plastique est dans l'eau, il va se dégrader sous forme de microdéchets, nanodéchets, etc. Il va perdre ses additifs. Donc, tous les additifs qui seront à l'intérieur vont partir. Au fur et à mesure de sa dégradation, il va devenir un peu poreux. C'est-à-dire qu'il va être irrégulier, il va créer des petites cavités. Il va y avoir des petites cavités qui vont se créer à l'intérieur. Et donc, il va absorber des polluants organiques persistants, par exemple, mais ça peut être aussi des métaux lourds ou ce genre de choses. Et comme il peut se déplacer très facilement, hein, il est très léger, hein, il se déplace dans l'eau, il se déplace dans l'air, en fait, il va transporter des polluants. C'est ça, finalement, le risque identifié qui est, je dirais, le plus avéré aujourd'hui sur les microplastiques. C'est que quand il se retrouve dans la nature, qu'il y reste un certain temps, il va se dégrader, il va absorber des éléments, et ce sont ces éléments-là qui peuvent être potentiellement problématiques. Aujourd'hui, on en est là, hein, au niveau des connaissances, hein. Sur le microplastique en lui-même, on ne sait pas trop encore ce qu'il peut faire, mais en tout cas, sur les éléments qui l'accompagnent, oui, ça, on a des éléments qui commencent à se mettre en place et une connaissance qui évolue. Voilà. Et donc, à partir de ça, on pourrait connaître l'impact sur la biodiversité et sur la santé humaine, sachant ce qu'il peut absorber et combien nous-mêmes, on peut absorber de ce type
de microplastiques. Voilà. Alors, on va passer à la prévention, la pédagogie, la réglementation. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette pollution-là? Alors, bien sûr, il y a la prévention, c'est-à-dire si on n'a pas de déchets, on n'a pas de pollution, a priori. On peut éviter. Alors, là où j'ai un peu de mal, mais on en parlera après, c'est quand on évite, mais on utilise un autre matériau. Là, c'est un petit peu plus... Parce que finalement, on n'évite pas le déchet. On évite le déchet plastique, mais pas le déchet. Donc, on crée un autre souci. Mais éviter le déchet, de manière générale, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est le réemploi. Réutiliser les emballages, etc. Et ensuite, quand vous avez un déchet, ce qui est le plus efficace en termes de prévention de la pollution, c'est quand même le recyclage. Voilà, c'est la première chose. Et ensuite, vous avez d'autres éléments, d'autres possibilités de valorisation qui sont moins intéressantes, clairement, parce qu'on perd la matière. Le recyclage, il faut imaginer que c'est en fait, que le déchet est une source de matière première. Voilà. Et donc, on va venir récupérer cette matière première pour créer un autre objet. Donc, avec ces trois éléments-là, il n'y a pas une solution unique. Hein. Il n'y a pas une seule solution. Il y en a plusieurs. Et c'est généralement un mix de plusieurs solutions qui font qu'on arrive à réduire l'effet de la pollution. Et donc, vous avez aussi la réglementation. La réglementation qui interdit depuis quelques années maintenant un certain nombre d'éléments. L'interdiction de la paille en plastique, par exemple. On peut se dire, bon, c'est pas grand-chose, c'est le septième, je crois que c'est le septième déchet plastique qu'on retrouve sur les plages. Voilà, c'est pas énorme. Alors si, en fait, parce que la paille en plastique, ça a un effet immédiat sur la biodiversité. Voilà. C'est un petit élément en plastique qui se déchire pas facilement. Il peut se retrouver coincé, on a vu, hein, sur les tortues de mer, pour les poissons, les oiseaux, etc. Ça a un impact dans les premiers jours, en fait. Hein. Première semaine de sa présence dans l'environnement, ça va avoir un impact direct sur la biodiversité. Donc c'est quelque chose, c'est une pollution qu'on a évitée avec un impact positif immédiat. Voilà. Donc l'interdiction de certains plastiques pour éviter justement les impacts sur la biodiversité. Et enfin, ici, là, vous avez des petits logos. Alors, des petits logos qu'on retrouve sur des contenants en plastique dont on ne sait pas qui sont constitués de plastique. Par exemple, le gobelet en carton, qui a un petit film plastique à l'intérieur. Vous ne savez pas qu'il y a un plastique à l'intérieur. Donc, vous avez ce petit logo sur votre gobelet pour vous dire, attention, il y a du plastique à l'intérieur, ne le jetez pas dans la nature. Alors, même s'il était constitué que de papier, il ne faut pas le jeter dans la nature. Mais c'est une précaution supplémentaire pour vous indiquer quand même qu'il y a du plastique à l'intérieur. Voilà. C'est une donnée réglementaire. Et là se pose la question, est-ce qu'on peut se passer de plastique? Alors, je vous ai mis la réponse. Hein. Non, il ne faut pas s'en passer pour différentes raisons. Alors, on a parlé de l'énergie, il y a le génie civil, il y a le médical aussi. Il y a des usages pour lesquels on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Le problème n'est pas forcément le plastique, hein. Les plastiques d'ailleurs, pas le plastique. C'est plutôt l'usage qu'on en fait. On utilise quand même un matériau qui est extrêmement durable, avec des caractéristiques, des propriétés qui sont très particulières. Et on l'utilise pour du one-shot, c'est-à-dire, je l'utilise un petit peu. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est logistique, transport, etc. Mais finalement, l'usage en lui-même, il est très, très court. On jette, on recycle. Il y a peut-être d'autres manières de consommer, de voir le matériau et donc de réduire ses déchets, finalement. Vous voyez, le supprimer complètement dans l'emballage, ça poserait d'autres problèmes. Parce que même quand on vous dit qu'en 2040, on n'aura plus un seul emballage plastique en France, bon, alors ça ne sera pas le cas, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a certains produits, je ne vois pas trop comment on va pouvoir faire, mais c'est surtout que c'est ce que vous verrez, vous. Ça ne veut pas dire que pour toute la chaîne logistique, il n'y en aura pas. Donc, on va réduire. Alors, visuellement, on ne verra pas de plastique, mais il y en aura quand même. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est optimiser. C'est vraiment revoir enfin, si vous voulez, pour réduire les quantités de déchets qu'on produit, il faut revoir notre manière de consommer. C'est là où on a une action. Et puis, il y a aussi tout ce qui est... Alors, ça, c'est à notre main, mais pas que à notre main, parce que si on ne nous met pas en place des systèmes de réemploi,
Alors, j'espère que ça va être mis assez rapidement, mais on ne peut pas le faire. Si on n'a pas de consigne, on ne peut pas faire de réemploi. S'il n'y a pas une éco-conception qui est réalisée aussi par les fabricants d'emballage, on va se retrouver avec des plastiques qui ne vont pas être recyclés, qui vont être jetés dans la poubelle classique ou mal jetés. Enfin bref, qui vont contribuer à la pollution. Donc, chaque acteur, en fait, a un rôle à jouer. Voilà. Il n'y a pas que le consommateur. Si on a de la pollution, ce n'est pas juste de la faute du consommateur. C'est vraiment toute la chaîne qui est responsable de ça. Voilà. Et en particulier, les producteurs qui jusque-là, ne faisaient pas très attention à la manière dont ils fabriquaient leurs emballages et à leur fin de vie. Voilà. Alors, j'ai mis 2 exemples là, pour vous expliquer à quel point ce n'est pas forcément évident de remplacer le plastique. Premier exemple, c'est celui des filets de pêche. Alors, les filets de pêche, c'est 10% de la pollution plastique. Ils sont constitués de nylon, de polypro, enfin bref, de plastique synthétique de manière générale. Et il y a eu une idée, c'est de les remplacer par des filets biodégradables. Alors, c'est une super idée, hein. Sauf qu'en fait, ça ne résout pas forcément de problème. Enfin, pas seul. Voilà, je m'explique. Quand on utilise un filet biodégradable, on divise la dégradation du filet par 2 ou 3 par rapport à un filet en plastique conventionnel. Donc c'est génial. On divise par 2 ou 3 le temps, c'est top. Sauf que, en fait, c'est pas si rapide que ça. Ça prend quand même du temps. Là, vous avez un exemple de la durée de dégradation d'un filet biodégradable. Là, on est à 24 mois, 42 mois à la fin. Il est toujours là, en fait. Là, c'est une fibre, hein. Donc votre filet, il est toujours présent. Là, vous avez largement le temps, si le filet est perdu, de tuer plein de poissons, d'animaux marins. C'est pas assez rapide, en fait. En fait, le problème, c'est pas le fait qu'il se dégrade plus vite, c'est le fait que ça devienne un déchet dans l'océan. Le fait d'avoir ce déchet-là, même quelques jours dans l'océan, ça va avoir un impact direct sur la biodiversité. Donc, il ne doit pas être là. Voilà. Et donc, biodégradable, c'est bien, parce qu'au cas où il se perdrait, bon, au moins, on sait qu'il va se dégrader 2 à 3 fois plus vite, mais il faut quand même associer d'autres solutions. Encore une fois, hein, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Du marquage, une évolution des équipements, etc. Retrouver, savoir à qui appartiennent ces filets s'ils sont perdus, pouvoir les détecter plus facilement, etc., etc. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste je change mon matériau et tout va bien. Il y a tout un ensemble de choses à modifier pour vraiment répondre à la problématique initiale. Et après, je vais m'arrêter parce que je fais beaucoup de temps. Je parle beaucoup, hein, je suis désolée. L'autre exemple, c'était les pailles en plastique. Comme je vous le disais tout à l'heure, les pailles en plastique jetables, ça a un effet direct sur la biodiversité. Donc, les interdire, c'est très, très bien. Et je ne remettrai pas ça en cause du tout. Juste qu'en fait, quand on se passe de plastique, on ne réduit pas forcément l'impact environnemental. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que le plastique, c'est un matériau qui est léger, qui a des fonctions très particulières. Il en faut très peu pour des fonctions où, en fait, pour d'autres matériaux, il faudrait beaucoup plus de matière. Et donc, son impact environnemental est plus faible. Voilà. Donc, c'est pas si évident que ça. Moins de plastique ne veut pas dire moins d'impact. À un moment donné, il faut faire un choix. Et là, pour les pailles en plastique, on fait le choix de sauver les animaux, ce qui paraît assez évident dans ce cas-là. J'ai 2 slides et après j'ai fini. Juste celui-ci, pour prévenir la pollution plastique, il y a plusieurs solutions que vous voyez apparaître un peu partout, des bateaux qui vont dans l'océan, etc. Alors, envoyer un bateau dans l'océan, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est comme si vous étiez avec votre seau d'eau en train de vider une pièce qui se remplirait, qui était inondée, quoi, et qui continuerait à se remplir. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ou une baignoire à la petite cuillère, hein, pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est éviter que le déchet se retrouve dans l'océan. Donc, vous avez des systèmes. Là, c'est un système qui est dans les fleuves. Donc, ça, c'est très bien, parce que c'est en amont. Ou bien en sortie là, de réseau qui permet de récupérer les déchets. Ça, c'est super efficace. Et tout ce qui est fait pour récupérer les déchets en bord de mer, c'est aussi extrêmement efficace, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas juste de la com, c'est vraiment efficace. Et puis voilà, juste un petit focus pour dire que pour transmettre, il faut comprendre. C'est juste essentiel. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et on a à la fois une activité de compréhension du phénomène de création des microplastiques et leur impact sur l'environnement et sur la santé humaine, et puis aussi de transmission de ce savoir
aux différentes générations pour justement faire en sorte qu'il y ait de vraies actions qui soient menées par toutes les chaînes justement dont je parlais tout à l'heure et tous les acteurs qui sont responsables. Voilà. Et je m'arrête. Merci. Merci beaucoup, Kako. Je suis désolée, Effectivement, on n'a pas. je suis très, voilà. Oui, mais c'est passionnant. Donc, on n'a effectivement pas fait, nous, le choix de, de vous couper la parole, même si ça affolait un petit peu de voir l'heure tourner, mais on était ravis d'aller un petit peu au bout du sujet, enfin, au bout du sujet, non, mais de voir un petit peu le raisonnement se dérouler. Et la Oui, dernière slide sur la compréhension, la transmission, elle me permet assez facilement, dans les quelques minutes de cast, de parler rapidement de la ressource qui est associée et que vous avez aidé à produire, en tout cas sur une partie. Parce qu'en fait, on a fait le sujet, on l'a vu, il est très, très, très délicat. Donc, nous aussi, on a fait le choix de s'entourer d'énormément de scientifiques. On a beaucoup discuté. Enfin, j'ai eu la chance, moi, de discuter avec des scientifiques en physique, mais aussi en écologie et dans différents domaines voilà, pour veiller au grain, être vigilant envers nous-mêmes. L'exemple de la carte de crédit, je l'utilise beaucoup parce qu'en fait, je suis parti en ayant ça un petit peu dans un coin de mon cerveau. Et je me suis dit, tiens, chouette, ça pourra faire une belle porte d'entrée. Puis je me suis embourbé dans l'exemple jusqu'à me rendre compte que finalement, c'était un très bon exemple, mais complètement dans l'autre sens pour parler justement de la vigilance que l'on doit tous avoir sur ces questions au moment de les aborder. Donc la ressource, en réalité, elle est constituée, pour la présenter rapidement, de 4 étapes. Et on essaie d'aller un petit peu piocher dans tous les domaines, justement. La première, et faire l'effort aussi de travailler sur cette échelle du local et du global, qui est une articulation assez complexe à mettre en œuvre en classe, parce que c'est finalement la pollution qu'on va observer, la première pollution qu'on va observer quand on va se balader en dehors de chez nous, quel que soit l'endroit où on habite. Et c'est aussi quelque chose qui peut avoir des impacts très lointains, qui peut disparaître à nos yeux quand elle se dégrade en microplastique, et finalement être objectif et avoir un regard le plus précis possible pour justement rentrer dans le débat public avec rigueur. Bah, c'est la difficulté à laquelle on se confronte tous en tant que citoyens, mais c'est finalement le job de la science d'utiliser ces outils et ces méthodes pour parvenir à nous donner ce regard plus juste. Et donc, nous, notre travail en tant que pédagogue et après en tant que citoyen, c'est justement comprendre que finalement, c'est important de s'orienter vers ces sources d'informations qui sont plus fiables et qui s'appuient pas sur des idées reçues du feeling, parce que ça suffit pas. Mais sur un sujet d'actualité aussi complexe, ça suffit pas. Donc la première étape, en fait, on emmène les élèves recueillir en fait des objets en plastique, se rendre compte que c'est pas que des objets liés à des déchets. Et ça, c'est la première difficulté. Probablement que leur regard est déjà eux-mêmes biaisés par tout ce qu'ils entendent. Donc c'est toute une diversité d'objets qu'on va trier. On a mis au point des petites expériences qui permettent aux élèves d'utiliser une clé de détermination pour faire du tri dans ce monde merveilleux des plastiques et comprendre la diversité qu'il y a derrière. Diversité mais unité, on essaie de caractériser la notion de polymère, de plastique avec les notions qui sont adaptées au cycle 4. Et puis, on essaie de mettre en relation cette diversité avec la diversité des utilisations qu'on fait. Et ça va être aussi un truc qui est en permanence dans ce projet, c'est de faire le lien avec nos utilisations et les questions que ça soulève par rapport à ce que nous, on décide de faire en tant que citoyen. Donc, l'étape 1, les traits chimie, elle permet de prendre un petit peu cette mesure de ce que c'est le plastique. L'étape 2, on a créé un livret avec une écologue qui s'appelle Lisa Weiss. Et l'idée, c'est de mener un petit peu une enquête comme un livret dont vous êtes le héros. On a trouvé un pot de yaourt à l'autre bout du monde et on se demande s'il a pu traverser comme ça pendant 40 ans voilà, tous les écosystèmes pour se retrouver en Antarctique. Et on va dresser la diversité effectivement des destins d'un objet qui est le plastique et dire oui, c'est possible, et comme plein d'autres scénarios. Et ça permet de montrer effectivement que tous ces écosystèmes sont connectés et que les devenirs sont très complexes, très nombreux, et une partie de cette pollution nous échappe. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, elle est là, bah, Kakou nous a beaucoup aidé et je l'aime beaucoup parce qu'elle met en place un outil qui est vraiment important, qui est la CV. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des vidéos faites avec Kakou sur le sujet que vous pourrez consulter, qui sont vraiment très chouettes pour comprendre ce concept, puisque c'est finalement se rendre compte là aussi, hein, toujours ce travail d'objectivité, que finalement la pollution, c'est pas juste l'objet en lui-même,
C'est vraiment, il faut intégrer tout le déroulé, tout le cycle de vie, depuis d'où viennent les matières premières, les phases de transport, la fabrication du produit, le recyclage, etc. Et tout ça, c'est toute une logique qu'on essaie de faire toucher du doigt aux élèves pour essayer de permettre effectivement de ne pas aller vers un rejet complet d'un matériau, mais plutôt de l'intégrer dans une réflexion plus raisonnée de ben, quand je suis soumis à des choix, comprendre que tous les choix, finalement, ils ont des impacts, hein, que ce soit la gourde en aluminium ou la bouteille en plastique, et qu'en fonction de notre utilisation, on va pouvoir orienter et réfléchir de manière raisonnée à ces choix. Et évidemment, comprendre le rôle clé du recyclage, bien sûr, dans cette logique. Et la dernière étape, elle est sur l'impact des déchets sur les êtres vivants. Et là, c'est pareil, on travaille avec des notions un peu d'esprit critique. L'idée, c'est de partir d'une photo, de voir une photo qui nous saisit, qui nous émeut, qui nous touche, et puis d'essayer d'aller au-delà. Sans dire que les émotions sont à bannir et à jeter, mais en comprenant qu'elles interfèrent probablement dans notre capacité à lire l'information et l'intérêt encore de comprendre comment les scientifiques travaillent sur ces questions, les écologues là encore, mais d'autres écologues, pour comprendre comment ils se forgent une idée claire de la situation, comme pourquoi c'est difficile, et d'inviter les élèves à cette réflexion-là, encore une fois, l'interface entre lecture des informations et compréhension de la science et des phénomènes qui sont derrière. Donc, c'est vraiment cette articulation qui était là un peu présente dans toute la présentation de Kako, hein, entre finalement science et société qu'on a voulu mettre à l'honneur dans ce projet qui s'appelle Plastique et développement durable, qui est terminé maintenant, il a été relu et validé, il va juste sortir dans quelques jours et vous allez retrouver toutes ces ressources clés en main, mais aussi tout un tas de vidéos faites auprès des scientifiques justement pour quelque part faire ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire inviter les scientifiques dans votre classe et montrer directement à vos élèves bah, ces discours-là qui permettent finalement de mieux comprendre la situation. Et puis, il y a un tutoriel qui est associé à la ressource et qui là permettra aussi avec d'autres vidéos de scientifiques de vous donner les clés pour parler de ces questions difficiles, mais vraiment importantes en classe. Donc, on n'a pas le temps d'aller plus loin parce qu'on est arrivé au terme de cette discussion, de cet échange, mais c'était vraiment passionnant. Donc, on va remercier Kako très chaleureusement une nouvelle fois voilà, de nous avoir guidés tout au long de ce projet et encore aujourd'hui. Et puis, on remercie tout le monde pour votre présence et ceux aussi à distance qui pourront regarder ça sur notre chaîne Internet. Et puis à bientôt. Merci à tous. Merci à vous.